Juste avant, donc on les présente, tu veux bien? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Non, mais. Alors, tu présentes Ulrich, moi je présentais Théo. Ulrich est mon. Alors, autant je vous ai dit, Gwen est ma complice de fresque. Ulrich est aussi notre complice parce qu'on co-intervient beaucoup. Il prend les choses sous un angle qu'on adore. Et d'une manière magistrale, donc sous l'angle de l'écologie décoloniale, l'angle militant de ce côté-là, et vraiment, et sur l'angle aussi très citoyen, et nous adorons cette manière de... On se complète beaucoup voilà, dans nos interventions pour ça. Ulrich Fleural. Je vous présente Théo. Je tiens à le présenter simplement pourquoi? Parce que la cour, en fait, est faite sous un certain nombre de piliers. D'accord, de poteaux, et Théo, c'est l'un de ses piliers. C'est vraiment quelqu'un qui, au tout départ de ce travail, la cour a 13 ans, a été présent, a soutenu, mais surtout a été un acteur parce qu'il a porté de sa ressource, soit en amenant en fait de son expérience, soit en participant à des projets. Et alors il y vient très rarement parce qu'il a beaucoup de travail, mais c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Et tout à l'heure, quand on vous parlait de l'association Ipiranga, okay, et qu'on parlait de Théo, c'est lui. C'est lui le Brésilien. Vous allez l'entendre à son accent. Je ne donne pas son nom de famille, c'est trop long et c'est trop compliqué pour quelqu'un comme moi. Alors, comment tu t'appelles? Théo comment? La vérité, c'est que je ne m'appelle pas vraiment Théo. C'est que je m'appelle, pour les gouvernements, je m'appelle Jefferson. Théo, ça va mieux. Ouais, Théo, ça va mieux. Je m'appelle Jefferson da Silva Oliveira. Mais mon papier, il n'était pas capable de prononcer Jefferson. Donc, ça fait chier. On appelle Théo. Voilà. Ah bah super, c'est comme beaucoup de nos tontons et tatis portent des noms. On se demande des fois on n'arrive même plus à se souvenir leur vrai prénom tellement ça n'a rien à voir avec le nom qu'ils portent actuellement. Super, alors moi okay. Je vais te remettre mon micro Théo, d'accord? Alors vous intervenez sur... Alors, Ulrich et moi on va intervenir plus sur les problématiques. Et ensuite, Ulrich et Théo vont intervenir sur les choses que vous avez envie de plus d'entendre. Comment est-ce qu'on répond à tout ça, d'accord? Donc moi je vais essayer de faire très bref avec Ulrich. Et Théo, tu vas pouvoir compléter d'ailleurs si tu ressens des choses et que tu veux rajouter des choses à ce moment-là. Je voulais quand même vous dire qu'on a du thé infusion réalisé par l'école Tivoli à disposition ici. Donc c'est tout frais. Vous avez des timbales, vous pouvez vous lever, vous servir à volonté. Vous avez des fruits. Les fruits proviennent de Bioplan. Bioplan à François. Merci beaucoup par l'équipe de Livna. Voilà, melon, pastèque, ananas, tout est planté avec amour et a poussé avec amour. Donc, et tout a été préparé avec beaucoup d'amour. Donc, n'hésitez pas à vous servir quand vous le voulez. Ok. À quelle heure je t'arrête? Dans 5 minutes. Ah, chaud! Allez, tu as 15 minutes. Bon, allez, je vais vous demander, vous avez tous compris et vous avez tous ressenti au quotidien. Je ne vais pas utiliser de slide, on peut éteindre. Tu veux que j'éteigne? Ouais. Hein? On éteint? Oui, ou tu mets ce que tu veux, mais je ne vais pas utiliser de slide. Par contre, je vais essayer d'échanger avec vous. Vous savez, on sait tous qu'il y a un problème avec le climat. Et moi, j'aurais aimé le résumer en 4 mots. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y a un problème avec l'eau et on sait qu'il y a un problème avec le cycle de l'eau. Les 4 mots, ce seront trop d'eau, trop sec, trop chaud et trop humide. Et ces 4 points-là, d'une manière complètement déséquilibrée. Alors pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'on a trop d'eau? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez d'eau? Je vous dis le livre juste en 2 secondes. Les océans sont très chauds, l'atmosphère est très chaude, donc il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Du coup, quand l'eau va tomber, elle va avoir tendance à tomber beaucoup plus fort, souvent beaucoup plus localisée, on le voit d'ailleurs. Et ça provoque tout ce que Météo France vient de dire, glissement de terrain, etc. Trop d'eau, trop sec, trop chaud, trop humide. Ça fait que souvent, il n'y a pas d'eau. Il y a un problème avec l'eau disponible. Au robinet, on sait que quand il y a trop d'eau, regardez les pluies diluviennes, quand on a vu de l'eau, il n'y a plus.
Quand il n'y a pas assez d'eau, quand il fait trop sec, est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y en a plus non plus. Madame, je vous pose une question. Combien de temps vous pouvez vivre si vous pouvez vivre tranquillement chez vous ou dans votre travail, si vous pouvez cultiver, si vous n'avez pas d'eau? Combien de temps? Est-ce que vous avez des réserves? Il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. D'accord. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut donner une autre réponse sur ça? Combien de temps vous pouvez fonctionner? Dites-le dans le micro, madame. 3 jours. 3 jours. Ok, d'accord. Ok. Ce qu'on est en train de dire là, en fait, c'est que cette succession, ces déséquilibres climatiques, cette dérive climatique fait que le passé n'est plus. Le passé, c'était, en fait, on dit, une temps le 20 août, on a eu une journée très chaude, j'en ai parlé, et je sais pas où il est. Ils en ont parlé à Météo France, et ils ont dit, oui, c'était 37 degrés, c'était une température exceptionnelle, d'accord? Eh bien, en fait, quand on dit le passé n'est plus, c'est que ces températures exceptionnelles, ça va devenir notre quotidien, ça va devenir la norme. Et les jours où c'est sympa parce qu'il y a un petit peu de fraîcheur, eh bien ces jours-là, ils vont devenir l'exceptionnel. Et en fait, c'est ça, le changement climatique dont on est en train de parler. D'accord? Et à cela s'ajoutent 2 gros problèmes. Enfin, plusieurs gros problèmes, mais qui sont tous en fait de la manière dont on déroule nos activités humaines, en fait. De la manière dont on déroule nos activités humaines, dont les sociétés dominantes déroulent nos activités humaines. Il y a des peuples qui font autrement, hein, quand même. Il faut bien le souligner, quand même. Tiens, je te redonne le micro. Ulrich. Et tout ça, ça a un impact sur l'eau disponible. On est en faillite globale de l'eau. Il y a un problème, c'est qu'on utilise beaucoup trop d'eau dans notre manière de vivre, avec les bateaux de croisière, toute l'industrie, etc. On utilise beaucoup trop d'eau par rapport au stock qu'on a. Et donc, au final, on a un souci, il n'y a plus assez d'eau. Il faut faire des choix très clairs, sinon on entame les problématiques pour les générations futures. Il y a des polycrises. Qu'est-ce que tu en penses? Donc les polycrises, qui a déjà entendu parler des polycrises? Non, ça ne vous dit rien? Bon, du coup on va revenir sur un sujet d'actualité. Le détroit d'Ormuz, tout le monde a entendu parler? Ok. Bon, en quoi ça nous concerne? Comment? L'essence, exactement. Ah oui, d'accord. C'est vrai, madame. Le prix de l'essence a augmenté. Le prix de l'essence a augmenté, oui. Ensuite. Ça c'est rien, l'essence. Oui, justement. Donc. C'est rien. C'est rien. Je suis d'accord avec toi. L'agriculture, elle a besoin d'entrants extérieurs et c'est ça le problème. Exactement. 1/3 des engrais passent par le détroit d'Ormuz. Et des produits sont aussi réalisés avec le gaz naturel qui passe, parce que le détroit d'Ormuz, ce qui bloque, c'est 20% moins de pétrole, 20% moins de gaz et 1/3 des engrais en moins. Donc, conséquence sur le prix de l'essence, sur aussi l'agriculture, parce qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, l'agriculture qu'on utilise, en tout cas, elle se base beaucoup sur les intrants. Je vous signale que, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des pesticides qui sont vendus aux yeux de tous, connaissant les conséquences qu'il y a eu par rapport au chlordécone précédemment, mais aussi sur le fait que, les scientifiques le disent assez souvent, la molécule, justement, le chlordécone, va faire un cocktail avec toutes les autres molécules qu'on est en train, justement, de continuer à répondre. Donc, il y a la problématique des intrants. Du coup, ça fait que cette crise-là qu'on a au niveau de l'Iran, d'accord, sur un conflit supposé entre Israël et les États-Unis, en fait, a des conséquences sur nous. Et en fait, l'idée des polycrises, c'est de prendre en considération les crises qui se font sur des zones qui sont très lointaines, mais les impacts en fait que ça a sur nous. Et le fait qu'il y a une chaîne de choses qui se font, parce qu'on est dans une mondialisation, donc il y a une chaîne de crises qui finit par arriver sur nous. Donc qui s'impacte au niveau effectivement du prix de l'essence, au niveau de l'agriculture, et aussi, donc c'est une intervention qu'on a fait sur le numérique, mais aussi le prix effectivement du numérique risque d'augmenter parce que cette crise-là risque d'impacter. Il y a un conflit géopolitique entre les États-Unis et
et la Chine, et que la Chine peut se dire, ok, vous faites votre bordel en Iran, nous on va faire en bordel à Taïwan. Taïwan, c'est le lieu où on construit justement les puces électroniques qui nous permettent d'avoir du numérique. Ça veut dire que si le conflit s'enlise et continue, il risque aussi d'avoir une augmentation au niveau des prix en fait de ces appareils-là. Et maintenant, revenir sur notre façon de vivre, en tout cas, ça veut dire que aussi tout ce qui sera photovoltaïque, tout ce qui concernera la climatisation, comment se refroidir avec des éléments numériques en tout cas, ça aura un impact sur nous parce qu'en fait tous ces produits-là vont certainement augmenter. Donc pour nous ça va être de plus en plus compliqué si on ne s'interroge pas sur comment on s'adapte autrement que par le numérique. Comme on a parlé de Dillon, j'habite à Dillon, je me demande comment les habitants de Dillon feront pour survivre, comment les personnes qui vont travailler dans les différentes zones industrielles qu'on a en partant de Chercher en allant jusqu'à Ducos, on voit bien, moi j'habite au moment, effectivement, je descends, il fait frais, quand j'arrive là-bas, c'est un four. Et il y a des gens qui travaillent tous les jours. Donc si ça s'enlise et que du coup c'est de plus en plus compliqué d'utiliser la clim, et donc du coup de plus en plus compliqué d'aller travailler, vous pensez vraiment que votre patron va vous dire, bon allez, journée, trop de chaleur, on arrête. Donc les polycrises, c'est le fait d'analyser le fait que tous ces éléments-là ont un impact sur la vie des Martiniquais dans notre futur. Et donc là on a pris vis-à-vis du numérique et on va continuer justement à détailler sur l'impact aussi sur nous en tant que citoyens vis-à-vis des agricultures, comment on va s'adapter. 2 secondes. Je vais revenir sur 2 choses. La chaleur, il y a une grève en ce moment à la Poste. Vous avez suivi ça? Une des revendications porte sur les horaires de travail. Les employeurs ont voulu décaler les horaires de travail parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans le local. Ils ont voulu démarrer, je crois, à 17h ou 18h, et en fait, la direction veut caler à 15h, à une heure où il fait beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud, c'est mettre en danger, on l'a dit tout à l'heure, c'est mettre en danger la santé humaine. D'accord? Donc ça, je voulais faire un point sur ça. La deuxième chose, on a parlé intrants, on a parlé ce qu'on met, engrais, pesticides, etc. Il y a aussi le plastique. Je pense qu'on en utilise plus ou moins ici. Alors, est-ce qu'il y en a qui en utilisent pour les cultures, par exemple? Alors, il y en a, par exemple, qui utilisent sur les sols pour ne pas qu'il y ait de l'enherbement. Il y a ce genre de choses-là, des genres de pratiques aussi qui se disent tiens, ça m'empêche de mettre trop d'intrants. Il faut savoir que l'impact sur le prix de tout ce qui est en plastique a été direct aussi. Ça a flambé. Il faut savoir que pour l'instant, cet impact, c'est de la spéculation. C'est-à-dire, la spéculation, ça veut dire, je sais qu'il y a tel problème. Moi, sur les marchés, je me dis que tel problème va évoluer de telle manière et ça va prendre du temps. Donc en attendant, je vais monter. Okay? Et les prix montent. Mais dans un moment, ce qui va se passer, c'est que non seulement il y aura ces prix qui vont monter, mais on va s'apercevoir qu'il y a moins. Parce que pour l'instant, tout le monde fonctionne sur des stocks. Sur le pétrole, on fonctionne sur les stocks stratégiques. Sur les engrais, on fonctionne sur les stocks. Pareil sur le plastique, etc. Les derniers bateaux qui ont passé le détroit d'Ormuz, normalement, ne sont arrivés qu'il y a un mois. Même moins d'1 mois ont touché les côtes européennes. Donc, globalement, il n'y a pas énormément d'usines, à part celles qui se servent de matières premières directes, qui ont suivi ça. Et nous, mais on est absolument loin d'avoir le 10e des effets que l'on va vivre avec cette crise. Et on pleure déjà parce que c'est vrai, et on a raison, parce que l'essence a augmenté. Mais ce qu'il risque, c'est la raréfaction, c'est-à-dire moins jusqu'à un risque de pénurie. Et ça, il faut s'y préparer, et il faut s'y préparer ensemble. Et bien, il faut que l'agriculture soit encore plus résiliente. Et quand on regarde ces problèmes-là sur l'eau, quand on regarde ces problèmes-là sur les sols, sur tous les intrants, on se dit qu'en fait, une chose qu'il faudrait, c'est tenir compte du fait qu'un sol, ça met des fois 400, 600 ans à être hyper chouette. Abondé de manière géniale par la nature, par tous les phénomènes naturels. Et en quelques secondes, on peut le détruire. Quelques secondes. Alors, comment faire justement? Comment faire pour à la fois recréer ces sols, pour qu'ils redeviennent nourriciers, pour qu'ils nous aident à retenir l'eau? Et puis, n'oublions pas, on a un problème de Martinique, mais avant la colonisation, eh bien, la Martinique était arborée de partout, et donc l'eau coulait du nord au sud. D'accord? Donc comment faire? Après, en fait, on a eu des problèmes et on a mis des marges.
Il y a des mares qui sont apparues, mais ces mares, on les détruit de plus en plus. Donc comment faire pour faire revenir le cycle de l'eau? Il ne faut pas oublier que partout dans le monde, avant que l'Européen ait mis les pieds, c'était mal. Désolé d'être franc avec vous, mais la colonisation, ça n'a pas fait de bonnes choses. Ça, c'est moi qui pense, parce que je suis brésilien, je connais l'Amérique du Sud aussi, et c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'après la colonisation, on est en train de vivre une nouvelle colonisation aussi, on a changé le format des choses, mais on est en train de continuer à créer de la dépendance dans les populations. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on commence à planter de l'eau. Et si quelqu'un ici plante de l'eau, est-ce que vous savez? Oui? Vous pouvez s'exprimer. En plantant des arbres, on favorise le maintien de l'eau et la dispersion de l'eau de manière beaucoup plus régulière. Donc, rien qu'en plantant des arbres, on peut déjà solutionner ce problème. Voilà, nous avons ici une des solutions pour pouvoir augmenter le flux de l'eau, parce que la vie, c'est un effet miroir. Tout il est en bas, il est en haut. Nous avons des rivières aériennes en format gazeux, parce que l'eau, n'oublie pas, l'eau, elle est solide, elle est liquide, elle est gazeuse aussi. Donc, à partir du moment qu'on apprend à regarder notre relief et travailler en partenariat avec la nature, il n'est pas essayant d'exploiter la nature, mais en train de conserver la nature. C'est à ces moments-là qu'on commence à créer des réserves. Je vous cite un autre exemple que ça peut être intéressant aussi, c'est parce que la Terre, elle n'est pas faite pour rester. Donc, du coup, une autre chose, c'est toujours trouver des solutions pour laisser la Terre couverte. De façon que quand le soleil va taper, il va avoir une couche qui va protéger le sol. Et là, nous avons le compost paillage qui ensuite va être dégradé par les insectes, par les visibles, par les invisibles, de façon qu'après, nous pouvons avoir une réserve d'eau. Je suis sûr que chez vous, quand vous prenez le paillage, le compost, vous prenez la main comme ça, vous appuyez très fort, il y a de l'eau qui coule. Nous avons aussi l'effet de savoir comment je vais utiliser l'eau qui vient sur mon terrain. Donc, toujours est-il que la première chose qu'un être humain doit faire quand il arrive dans quelque part, c'est regarder les reliefs. Nous ne regardons pas assez notre relief. Nous sommes en train de passer dans une transition dans laquelle tout est numérique et on oublie que la vie elle-même, elle n'est pas numérique. Il faut qu'on réapprenne à regarder notre relief. Et ici, par exemple, savoir comment je vais équiper mon terrain avec un design, je crois que c'est français, design, qui nous permet de récupérer l'eau, de canaliser, de dynamiser cette eau aussi, parce que pour les redonner de l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse réintégrer après un système. Attends. Comme tu cherches l'inspiration, mesdames et messieurs, il y a un véhicule qui gêne, une Suzuki grise. Suzuki grise est en train de prendre le feu, là en bas, allez vite. N021 GP. Et les gars, on vous a repéré. Hein. On vous a... Non, c'est l'enfer du voisin en fait. Là, il vient d'arriver. Il n'y a pas de bref. Il est gentil, Oui, avec vous, c'est là. Avec toi, moi. On Donc, du coup, la question de la gestion quotidienne, les reliefs, mais si les eaux usées que nous avons, vous savez par ici combien de l'eau on dépense en Martinique en moyenne aux toilettes, pour aller à la chiotte? À peu près
5, 10, 15 par personne. On est environ à plus de 30 litres par jour. Donc, du coup, on peut revenir en arrière avec... parce que les conforts, ça nous rend malade aussi. Avoir trop de confort, ça nous rend faibles, ça nous rend schizophrènes. Parce que on essaie d'être dans un petit cercle de confort permanent et puis après on ne va pas sortir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois où je travaille ou avec le Tivoli, nous avons des toilettes sèches. Et à chaque fois, il y a des gens qui disent bec, machin. Mais si chaque être humain en Martinique dépense 30 litres par jour et que là-bas, nous sommes à peu près 30 personnes qui circulent là-bas, 3 fois 3, ça fait combien? 9, c'est ça? 900 litres par jour. On fait 900 litres par jour minimum d'économie en utilisant des toilettes sèches. Suite à ça, même si c'est quelque chose qui a besoin de vider, de faire des allers-retours, tout ça, agissons d'une façon qu'on pense à la collectivité. Quand on dit collectivité, je ne suis pas en train de parler de la CTM. Je suis en train de dire à nous-mêmes. Il faut qu'on pense de façon collective. On peut agir de façon individuelle, mais avec une volonté de faire avancer toute une communauté. Parce que quand il y a plus de 90% de l'eau qu'on consomme, l'eau potable en Martinique, plus de 90% est issue de nos rivières. C'est un chiffre énorme, je pense. Et qu'on traite la rivière pire que, je ne vais pas, voilà, on traite mal la rivière. À chaque fois qu'il y a 3 heures de pluie, il y a des malins qui arrivent au bord des rivières pour vider leurs poubelles, pour jeter des choses qui étaient stockées, machin, nanana. Voilà, ça, ce n'est pas normal. S'il y a un sec qui ne va pas de récupération des déchets, je comprends bien qu'on est obligé de faire autrement. Mais ça fait un petit moment qu'il y a du ramassage des vents. En Martinique, nous avons un système de ramassage du luxe, malgré toutes les grèves qu'il y a. Mais nous avons des ramassages du luxe, parce qu'il vient chez nous. On n'a pas besoin d'aller très loin pour faire ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on commence à respecter l'eau, parce que l'eau, c'est notre ancêtre, mais c'est aussi notre avenir. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Nous avons plus de 70% de l'eau dans notre organisme. Donc, si j'ai 70%, ça veut dire que j'ai plus de matière liquide que solide. Donc, je suis l'eau. Vous êtes l'eau. Nous sommes l'eau. Donc, en quel monde on voit que si nous sommes l'eau et que tu es l'eau, je vais utiliser l'eau potable pour aller aux toilettes. C'est comme si je suis en train de faire mes besoins dans la tête de mes ancêtres et de mes enfants. Donc, il faut qu'on réfléchisse autrement pour que la Martinique de demain, ça commence à être faite dès hier. C'est vraiment... mais pour cela, il faut que les décideurs, parce que nous, on élit des gens, on va voter, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe après? Il faut... Les maires que vous avez votés, il faut les faire venir dans les quartiers pour regarder. Il faut créer des conseils citoyens. Il faut que les mouvements citoyens soient actifs et collectifs. Il faut qu'on parle d'une seule voix. On s'y prétend en parlant de la préservation de l'environnement. Parce que la nature n'a pas besoin de nous.
la Terre n'a pas besoin de nous. Quand on dit qu'on va protéger la planète, c'est faux. On est en train de protéger l'avenir des êtres humains. Parce que si les êtres humains continuent à se comporter comme un cancer, qu'est-ce qui arrive quand on a un virus? Notre corps élève en température, on a une fièvre, et ça nous permet de tuer les virus. C'est très important ça. Peut-être c'est ça qui est en train de se passer. Donc voilà, je vais arrêter parce que je ne vais pas être pessimiste. Merci. Ok, super. Juste, alors, trois petites choses. La première, je vais encore remercier une nouvelle fois la mairie du Beauborn et me réexprimer pour dire que la mairie du Beauborn nous a vraiment aidé à communiquer sur cette manifestation et ça a attiré les médias. Et ça, merci. Et je remercie la RBR qui nous a interviewés, Radio Apalchique en route, Martinique Première Radio, et aussi les radios et télé qui sont là. Je remercie KNT et je remercie Radio Intertropicale qui est là et a choisi d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout cela. Je voulais dire par rapport aux toilettes, ma fille n'est pas là, non? Elle n'est pas dans le coin. Je vais vous dire une confidence. Quand on a des toilettes sèches, donc ma fille n'a connu que ça, les toilettes sèches. Quand elle va faire pipi dans les toilettes mouillées, c'est comme ça qu'elle les appelle, les toilettes mouillées. Et elle dit, maman, c'est dégueulasse, ça sent pas bon. Et en plus, ça rebondit. Okay? C'est pour vous dire que c'est une question de conception et d'acceptation de la manière dont on a vécu les choses depuis petit. Et parfois, essayer autre chose, eh bien, c'est juste faire un petit pas. Et puis, essayer. Et puis, peut-être, adopter. Voilà, je voulais vous dire ça. Et pour rejoindre et pour lancer la parole d'Ulrich et pour continuer sur la parole de Théo, en Martinique, un citoyen utilise 160 litres à peu près d'eau par jour. En France, c'est 149 litres, c'est à peu près similaire. Mais globalement, l'empreinte eau d'un Français par jour, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, qu'on utilise, qu'on achète, cette empreinte eau, vous savez combien c'est par jour? 5000 litres. 5000 litres. Ça veut dire que lorsqu'on choisit de manger importé, c'est pas seulement qu'on mange quelque chose qui a été cultivé ailleurs, on mange quelque chose qui a pris de l'eau ailleurs. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on vole l'eau des autres, mais n'empêche que quand on regarde bien, et quand on regarde bien les positions de monoculture qui inondent la planète de nourriture, c'est ce qu'elles font. Elles prennent les terres, elles les polluent, elles polluent l'eau, elles prennent l'eau et elles les renvoient aux quatre coins du monde, sauf à l'endroit où elle est censée, ou à l'endroit natif natal, comme on dit chez nous. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, et ça doit être encore une raison de plus de quitter ce monde d'import et de solidifier les choses vers faire autrement et s'engager avec nos agriculteurs. Yécri. Yémisségri. Est-ce que la cour dort? Ah, mais pas demi, mais bon, pas de gérer, mais non. Ok, donc, j'ai fait ça pour attirer votre attention parce que la thématique c'est adaptation, notamment par rapport aux agriculteurs. Ok? Combien parmi nous sommes déjà allés sur des terrains agricoles, donc d'exploitation agricole, pour pouvoir donner un coup de main? Levez la main, ceux qui l'ont fait. Ok. D'accord. Combien l'ont fait 3 fois par semaine? Allez, je diminue. 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, ok. Pendant du coup 6 mois d'affilée. Est-ce que ok, 6 mois d'affilée, on descend. Ok, 1, 2. Donc, quand on parle notamment d'agriculteurs, on voit quelqu'un qui produit de l'alimentation, qui produit de la matière première en tout cas, qui ensuite va être transformée, soit on va la manger de façon brute. Mais on oublie, alors moi je vais me focaliser sur 3 dimensions. Effectivement, c'est lui qui va produire de la nourriture, on est d'accord. Mais c'est aussi un médecin. Parce qu'on sait très bien que si on mange, plus on mange sainement, plus nous-mêmes, justement, on va développer en tout cas les vitamines, les nutriments qui seront nécessaires pour pouvoir nous soigner. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui produit de la nourriture, c'est un médecin, et on oublie un troisième aspect, c'est un éducateur. C'est-à-dire qu'il sait comment la terre interagit avec le vivant, il sait comment
comment justement les vivants interagissent entre eux, comment on arrive à produire la nourriture, comment on peut faire éloigner tel intrus sur la terre, comment faire favoriser à ce que les abeilles, les bonbons, bref, c'est un puits de science, d'accord? Maintenant je repose la question, quand vous étiez à l'école, d'accord? Est-ce que vous êtes allé sur les exploitations agricoles en étant à l'école? Ok, 1, 2. Combien on fait un jardin dans l'école? 1. Donc finalement, la dimension éducateur, on la met de côté. On ne voit l'agriculteur que comme celui qui produit la nourriture. Et donc, on nous dit que du coup, si on veut devenir souverain, si on veut avoir la souveraineté alimentaire ou l'autosuffisance, vous appelez ça comme vous voulez, s'il faut qu'on puisse manger ce qu'on produit. Comme justement le modèle aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est le Guyana. D'accord? On remet toujours la responsabilité sur l'agriculteur et on ne le voit que comme quelqu'un qui produit. D'ailleurs, on l'appelle même exploitant agricole. Et finalement, où est la communauté dedans? Les citoyens ont fait quoi? Est-ce qu'on reste là et on regarde les agriculteurs produire en leur disant allez, produis plus? Je me souviens du reportage qu'il y a eu il y a 2 semaines sur un agriculteur qui dit moi j'ai dû jeter mes choux, personne ne peut acheter des choux moyens. Et je vois les commentaires, mais comment ça se fait? Ah mais non, mais je vais venir, etc. Et le gars disait, mais il est trop tard en fait, c'est avant qu'il fallait venir. C'est avant qu'il fallait nourrir la communication avec les agriculteurs. C'est pas seulement qu'il y a la crise qu'il faut venir et dire bon, je veux plus de la Chine, je veux plus de Tina, je veux plus de ceci, cela. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de choses qu'on va plus manger. Je vais souvent sur les marchés, les Christophines sont mises de côté, soyons clairs. Parce que, et d'ailleurs j'échange beaucoup avec les personnes qui me disent mais qui c'est mon café avec les Christophines? C'est pas super bon, mon café en gratin, j'ai pas toujours le temps de faire du gratin, il faut éplucher, voilà, exactement. Donc, la valeur même de nos aliments, on perd cette valeur-là. Mais ça vient du fait qu'on n'est plus en contact. Et on n'est plus aussi en contact avec les agriculteurs. On considère même que c'est une catégorie à part. Il y a eux qui produisent et il y a nous, et nous on devient juste des consommateurs. Et c'est là où le point en tout cas, c'est changeons ce paradigme-là. Du fait qu'on est passé d'ailleurs de producteurs nous-mêmes, notamment au temps de l'esclavage et post-esclavage. On avait justement nos jardins qu'on appelait jardins créoles où on produisait la nourriture, mais pas que, mais aussi de quoi se soigner, mais aussi de quoi embellir avec les fleurs, etc. On est passé de ça à il y a eux qui produisent et nous on consomme. Et ça c'est problématique. Parce que quand on va demander à s'adapter, du coup on va demander à une certaine catégorie de s'adapter et de faire tout le travail. L'administratif c'est eux qui doivent le faire. Donc ils doivent. Administratif. Les financements, c'est eux qui doivent les apporter. Les dossiers, c'est eux qui doivent les monter. La production, c'est eux qui doivent la faire. La cheminée sur l'endroit, c'est eux qui doivent la faire. Aller négocier avec les grandes entreprises de distribution, c'est eux qui doivent le faire. Donc, les gars sont commerciaux. Ils font du marketing. Ils plantent. Ils font de l'administratif. Ils sont secrétaires. Et en fait, on continue à rester dans ce mode-là où eux, ils doivent faire tout ça. Et nous, on vient acheter leurs produits à la fin. Sachant qu'en plus on a une topographie particulière, donc il y en a qui te disent oui, mais attends, l'eau, il faut qu'on chaille, il faut qu'on monte, le manque à faire en a sauté, manque à monter, les moules n'ont pas à venir, mais le cas vini, mais plus qu'à venir pour manger, sinon dans le mouille, que vini travaille. L'esprit l'a sauté. C'est pas seulement on voit ça sur les réseaux, on y va, et puis non. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est le fait que il faudrait qu'on arrive à revaloriser ensemble, sans attendre que ce soit les décideurs qui le fassent, ensemble de revaloriser des gens en se déplaçant sur les exploitations. Arrêtons de considérer que ce sont des exploitations. Ce sont des espaces où on peut apprendre, vivre et faire en sorte que la responsabilité ne retombe pas que sur l'agriculteur. Parce que si on reste dans ce modèle-là, effectivement, ils vont se fatiguer, ils vont vieillir, ils vont beau créer des syndicats, des coopératives, etc. Si la population n'est pas là pour les soutenir, mais aussi pour les défendre, le modèle va continuer. Guyana qu'on prend comme exemple, effectivement, il y a les investissements, il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi le fait qu'ils ont fait un travail sur la réappropriation de la communauté de l'espace de production alimentaire. Il y a cet élément-là. Donc, ce n'est pas juste d'attendre justement que CTM ou autres puissent donner des fonds. C'est aussi que nous, on reprenne le contact avec les agriculteurs. Et que nous aussi, on recommence à produire pour que nous devenions nous aussi des éducateurs, des producteurs, effectivement, et aussi des médecins. L'agriculteur, c'est tout ça. Il représente tout ça, mais ce n'est pas juste quelqu'un qui est à l'extérieur et puis nous, on le regarde faire et avoir toutes ces contrariétés-là. Et puis, c'est quand il y a des grèves qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est chaud, en fait, ceux qui sont en tête de ville. Non, je pense qu'il faut qu'on recrée du lien et pas seulement faire des circuits courts, parce que les circuits courts, ça veut dire qu'on reste toujours consommateur. Allons sur les terrains.
allons sur le terrain et approprions-nous les terrains. Et tout ce travail de sensibilisation-là et de prévention, mais aussi faire en sorte que la figure de l'agriculteur change, ça passe par le fait que nous-mêmes, on va y aller et on va s'identifier à eux. J'ai mon terrain sur mon jardin chez moi et il y a des gens qui me disent, est-ce que tu plantes? Je disais, et j'ai du mal à répondre, je me dis, mais je ne suis pas agriculteur, mais en même temps, oui, c'est vrai que je plante. Finalement, j'en suis un. Et j'arrive même à être dans ce truc, comme il a dit, le confort fait qu'on crée des schizophrénies. Je suis en train de planter, mais je ne me considère pas comme quelqu'un qui produit. C'est quand même assez intéressant comme paradoxe. Donc, faisons en sorte de rentrer dans une communauté. Les communautés font vivre les terrains, pas seulement une personne. Mais ça, attention, quand je dis ça, ça pose aussi la question de la propriété. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives, il faut en parler, de personnes qui vont sur des terrains, qui sont mis à disposition par des propriétaires. Et puis dès que le propriétaire commence à voir que tu as vendu ça. Mon terrain est beau maintenant. Oh là là. Et il récupère. Qu'il y ait convention, qu'il y ait, etc., le propriétaire récupère, c'est à lui. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une difficulté sur le travail ensemble. Et qu'il y a eu des coopératives agricoles qui se sont créées et qui ont été déchoquées. Pourquoi? À cause des problèmes d'ego de chacun. Ah mais moi j'ai fait plus, mais attends, je veux avoir plus encore et je veux ceci, cela, etc. Il y a aussi des dynamiques qui veulent qu'ils produisent ce que les consommateurs leur demandent de produire. Et donc c'est toujours les mêmes choses qu'on va retrouver sur les marchés. Et puis, du coup, ceux qui seront plus âgés, qui viennent et qui disent, mais il du jus de moi, mamie m'a pas vendu du jus, bon, personne ne parle de ça. Ah mais d'accord, et puis après on se retrouve à se dire, ouais mais je fais du coup des quiz avec les enfants, tu connais le jus? Ben non, je sais pas c'est quoi. Et qu'est-ce qu'il va connaître? C'est les pommes. Oui, c'est le premier fruit qui revient. Dès qu'on parle de fruits, parce que je suis enseignant, dès qu'on parle de fruits aux enfants, c'est pommes. Et c'est très longtemps après qu'on va réussir à avoir du thym, des bananes déjà de base. Alors avoir thym, avoir Christophine, avoir toutes ces choses-là, c'est encore plus compliqué. Donc, nous, en tant que citoyens, par rapport à l'éducation notamment, on doit aussi pouvoir faire pression pour que les écoles aient tous un jardin. Je vais faire un sondage ici. Combien de personnes connaissent des écoles où il y a plus de 3 arbres? 2, 3, 4, 5. Sur toute la communauté qui est là. C'est inadmissible. Déjà qu'il n'y ait pas de jardin dans les écoles, et deuxièmement que les écoles ne vont que très rarement sur les jardins ou de façon, encore une fois, ludique, loisir. Allez, on va se promener avec les enfants, ils vont, il y a des données, des garopoules, etc. Et c'est terminé. Et ils rentrent chez eux, ils ont vécu ça, cette expérience-là de loin, en tant que consommateur, encore une fois, mais pas en tant que personne qui s'inclut dedans. Et donc forcément, après, il ne peut pas se projeter en tant qu'agriculteur. Parce que pour lui, l'agriculteur, c'est juste la personne qui vit. D'ailleurs, la première réaction qu'ils ont quand on va dans les fermes, c'est « Ah, ça pue ». Ah, ben oui, donc comment il va se projeter s'il considère que ça, c'est une pollution déjà auditive? Mais non, soyons clairs, ils ne vont pas se projeter en tant qu'agriculteur, surtout quand on sait toutes les contraintes qu'il y a au niveau des agriculteurs qui véhiculent le fait que oui, c'est un métier compliqué, j'ai des dettes avant même d'avoir commencé, etc., etc. Donc tout ça va venir du fait que nous aussi, il faut se considérer chacun là comme des agriculteurs. Et comme nous sommes tous les exploitants de notre terre martiniquaise. Et que si on veut arriver justement à s'adapter, c'est pas on laisse les agriculteurs s'adapter, c'est tous ensemble qu'on s'adapte. Et donc, on va sur le terrain, on est solidaire, on travaille avec, on consomme effectivement, et on investit, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Pourquoi attendre que ce soit d'autres personnes qui investissent sur nos propres ressources? Et l'investissement ne veut pas dire seulement financier. Comme je l'ai dit, c'est un investissement en temps. Ça peut être aussi un investissement en termes de matériel. Le Guyana, ils ont fait en sorte que, par exemple, ce sont les communautés rurales qui ont financé les greniers, les chambres froides, etc., etc. D'accord? Ça vient effectivement d'une volonté politique, et ça a fait 2010 jusqu'à 2022 pour qu'ils y arrivent, donc 12 ans. Il y a une volonté politique, mais il y a aussi un travail des communautés pour pouvoir aller soutenir, consommer, investir. Voilà ce que je voulais véhiculer en tout cas sur le fait que nous sommes tous des agriculteurs. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Louis. Et là, on va lancer la visite avec Renaud. Et je voulais vous dire juste une petite parole qui correspond à pourquoi est-ce qu'on fait ça à la COA et qui introduit Renaud. Tout à l'heure, je vous ai dit, on prend l'eau des autres. Ok. Est-ce que nous, on envoie l'eau aux autres? On envoie notre eau aux autres. Est-ce que d'autres prennent notre eau? Est-ce que vous avez une idée de quoi je veux parler?
toutes les monocultures d'export qu'on a, la canne, la banane, le melon, quand on les fait partir, c'est notre eau qu'on fait partir. C'est notre eau qui ne nous nourrit plus. C'est notre eau qui ne nourrit plus nos sols et qui ne nourrit plus tout ce qu'une agriculture nourricière devrait faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en alliage aussi fort, tant avec les Colombes qu'avec la COA. Yeah. Merci, je vais vous demander de les applaudir s'il vous plaît. Martine, Luis, Théo. Théo, il est là, applaudissez-le. Pas petit. Super. Alors, on va faire vite parce que le temps court et je tiens à ce qu'on ait vraiment ce moment d'échange. Parce que première chose, c'est que je vais juste introduire pour vous expliquer qui je suis et ensuite on part au jardin, on va faire un tour. Quelques notions. La première, mesdames et messieurs, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai toutes les solutions ni que mon système est parfait. Je suis loin d'être à ce niveau. Ce que je vais faire, c'est juste témoigner au travers de ce projet que je mène des difficultés, des contraintes, de ce qui se passe pour moi et qui peut faire résonance à d'autres. Et puis surtout, peut-être que vous avez, si ce n'est des solutions, mais en tout cas, ça va être un support d'échange. Et comment est-ce que je peux répondre ou en tout cas faire face à ce qui se passe et puis quelles sont les difficultés, les contraintes dans mon développement. Alors, en 2 mots, moi j'ai 48 ans, ça fait depuis 2002 que j'ai décidé de m'installer ici. Ceci est une reconversion professionnelle. Au départ, je suis technicien géomètre topographe, qui est un truc que j'ai appris à l'école, mais qui très rapidement j'ai su que ce n'était pas mon idéal de vie. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un accident de moto qui m'a alité pendant 1 année. Et c'est au travers de cet accident de moto que je me suis posé des questions existentielles sur qu'est-ce que je fais de mon existence. À partir de là, je me suis dit, je vais aller sur un endroit où je ne vois pas le temps passer. Et c'est vrai, c'est sur ce terrain, et c'est ma grand-mère qui m'a transmis ce terrain. Et l'amour, en tout cas, de cette terre. Je suis sur une terre familiale, elle est née là-haut dans les ruines de la vieille maison qui sont là. Au départ, l'histoire familiale fait que c'est un domaine de 40 hectares qui a été divisé entre les 9 enfants. Et ma grand-mère a hérité de 5 hectares. Et elle est partie, on parle de l'époque du Bubidum, en tout cas, elle a quitté la Martinique. Et à un moment, en fait, elle s'est retrouvée à revenir et elle s'est dit, ah non, je veux avoir un contact. Et elle avait planté un verger, et c'est sur ce verger qu'il fallait venir récolter des fruits. Je ne voulais jamais venir, mais à chaque fois que je passais la porte, je ne voyais jamais le temps passer. Et j'ai compris à ce moment de cet accident de moto que c'est vraiment ici que je me sentais bien. À partir de là, je me suis lancé. Et mon idéal a toujours été de faire de l'agroécologie. Parce qu'il y a un proverbe qui m'a toujours résonné en tête, c'est que la terre, on ne l'hérite pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. D'accord ? Et à partir de là, je me suis dit, mais l'agriculteur, c'est un système économique dans lequel on peut vivre. Et je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de nourrir les gens. Donc en fait, ça deviendra un business, ça deviendra quelque chose de lucratif. Mais je ne sais pas si l'argent, c'est le fond du fond. Je ne suis pas sûr. Et Martine me dit tout le temps, mais tu sais, on parle beaucoup d'argent, mais c'est pas l'argent en fait le fond du truc. Ensuite, l'agriculture, pour moi, il faut lui redonner de noblesse. L'agriculteur, c'est celui qui nourrit. Nourrir un peuple, c'est le faire grandir. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui produisent et qui, à cause des règles économiques, se retrouvent à devoir produire. Parce qu'un agriculteur qui utilise des pesticides, c'est pas un mauvais homme. C'est qu'il est dans une machine et qui l'oblige en fait à avoir parce qu'il a des prêts, parce qu'on lui a vendu ce modèle-là et qu'aujourd'hui, il ne peut faire que ça parce que c'est sa seule garantie. Donc il faut en fait déverrouiller et repermettre d'avoir de la flexibilité. C'est ce que j'ai compris. Donc pour moi aujourd'hui me permettre de faire de l'agroécologie, il a fallu que je développe d'autres modèles, en tout cas d'autres métiers, d'autres compétences. Et je crois que l'enjeu de l'agriculteur de demain, c'est de vraiment monter dans les chaînes de valeur de façon à ne plus vendre une tête de la chimie. Mais en revanche, il faut qu'ils vendent un plat, il faut qu'ils vendent un produit transformé. Et pour ça, les subventions, c'est à ça qu'elles servent, c'est permettre de créer des outils de travail collaboratifs. Moi, j'ai vu des expériences qui ont été menées avec des agriculteurs sur un bassin régional, notamment en France, et où en fait, les mecs, ils ont développé un produit terroir, en fait, et ils se sont mis ensemble. Donc pour moi, les grandes dynamiques aujourd'hui sont celles-là. C'est la collaboration,
l'investissement dans des produits de qualité, revenir à des fondamentaux, l'amour du pays, l'amour du terroir, l'amour du métier, redonner sens à nos actions. D'accord? Alors moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en même temps que j'ai eu cet accident de moto, j'ai découvert le belay. Pour ceux qui ne savent pas, le belay, c'est la danse traditionnelle martiniquaise. Je suis initié belay, je suis danseur belay. Et en passant par là, sur cette terre-là, je me suis dit, mais je vais faire un belay là. Un jour, je vais inviter la communauté pour qu'on danse une fois là. De cette idée, c'est devenu mon projet de vie et la COU est née. C'est ça qui s'est passé. Quand la COU est née, si je devais respecter les normes européennes, je n'aurais jamais fait ce projet. Je vous promets, j'ai reçu déjà dans des conditions, c'est incroyable. En fait, là, vous avez des gravillons, c'est propre, tu marches. Mais au départ, en fait, c'était de la boue. J'ai vu des gens, des femmes venir, ils se cassaient la gueule dans la boue, les robes. Et je me suis dit, mais je vais avoir sur les réseaux un retour qui va être incroyable. Enfin, je veux dire, le bad buzz, comme ça. Et en fait, pas du tout. Parce que ce que j'ai compris, c'est que les gens, ils sont là pour ce que tu leur offres de ton cœur. Tout nombre, c'est l'ombre. Tout humain, c'est un humain qui vient sur la planète. Et au final, les gens, ils viennent pour ce que tu leur donnes, c'est-à-dire l'amour que tu as. Il est évident que les normes, que les règles sont à respecter, parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont du sens. Ce que je dis juste, c'est que si tu commences comme ça, tu t'échines, en fait, à répondre à une norme. Et au final, ce que tu as à faire, tu ne le fais pas. Alors il vaut mieux commencer imparfait et l'upgrader au fil du temps. Je tiens à vous préciser que tout ce que vous voyez là, c'est de l'autofinancement. Il n'y a aucun fonds public sur ça. Ça veut dire que tout argent que j'ai gagné, je l'ai réinvesti sur mon outil de travail. Aujourd'hui, j'ai un outil de travail, j'ai une compétence. La COU, c'est un espace, c'est ce qu'on appelle sur une exploitation agricole la surface d'accueil. C'est l'endroit où j'accueille le public, où je propose un produit d'accueil à la ferme. Mon modèle s'appuie sur 3 piliers. Le jardin, la pratique belay et les pratiques patrimoniales. Faire de la cannelle, faire du tressage de feuilles de bakwa, ces choses-là. Okay? À partir de là, moi, je décline des produits. Moi, je vous parle d'entrepreneuriat. Je décline des produits que je vends à des cibles différentes. Aujourd'hui, j'accueille des touristes, j'accueille des scolaires, j'accueille des personnes qui sont à mobilité, des personnes en situation de handicap. Je me déplace pour des institutions pour assurer des prestations d'animation, belay, et des animations speaker. Vous avez vu que je sais parler dans un micro, mais ça, en fait, c'est simplement parce que c'est la COU qui m'a formé à ça. Parce que j'ai commencé la COU en créant une soirée belay tout le vendredi soir, en imaginant que le fait de recevoir des gens à la ferme allait me permettre de pouvoir développer une restauration qui me permettrait de valoriser les produits de la ferme. C'est ça le concept. À partir de là, il a fallu développer des compétences. J'ai appris sur le tas, j'ai appris de façon empirique. Et surtout, aujourd'hui, j'ai un marché qui est face à moi, sur lequel je suis ce qu'on appelle en marketing dans mon océan bleu. Je ne suis pas dans mon océan rouge, je n'ai pas de concurrent, je suis le seul à faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que je cumule en fait plusieurs compétences et je propose un produit qui est unique en Martinique. Je ne dis pas que c'est moi qui ai tout inventé, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas reçu d'un certain nombre de personnes et que ça n'existait pas avant. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que j'ai su harmoniser plusieurs cordes de façon à pouvoir aller chercher l'argent et me permettre de vivre. Aujourd'hui, je fais du petit jardinage. Ça y est, on a des petits jardins bobotes. C'est de la petite production, de la très petite production. En revanche, je la valorise soit au travers de plats, soit je vends directement à mes clients. Ça veut dire que mon produit, je ne l'achemine pas ailleurs. Si j'ai des excès de production, je vois comment est-ce que je m'organise avec d'autres. Ou bien je crée des campagnes, ou je crée des événements. Pourquoi? Parce que j'ai l'outil de travail. Ça va? C'est clair? Super. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour au jardin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on va faire un cours et rapide.